Le 9 janvier, le pays s'est figé sous l'effet d'une rafale. En une seule journée, des aveux filmés se sont propagés d'un téléphone à l'autre, transformant un simple soupçon en une certitude brûlante. L'argent, les trajets secrets et les visages de la trahison. Ibrahim Traoré, qui restait impassible à la tribune, avait-il vraiment le contrôle ou l'histoire finira-t-elle par le rattraper? À Ouagadou, une clameur basse se fait entendre, lourde de tension, résonnant dans les rues. La journée du 9 janvier est entrée dans l'histoire du Burkina Faso. Ce n'était pas simplement un jour de révélation, mais un tournant décisif où la vérité et la confiance se sont entrechoquées. Le pays, secoué par les images diffusées à la télévision, se retrouve à un carrefour. Comment réagir lorsque l'avenir même de l'État est mis en jeu? Ibrahim Traoré, des figés devant la caméra, savaient que la seule réponse possible était d'agir rapidement. Mais quel avenir s'offrirait au Burkina Faso dans ce contexte de crise profonde où chaque décision pourrait devenir un piège? Les voix de la rue, avec une intensité croissante, réclamaient plus que des aveux. Elles exigeaient la transparence, la vérité. On ne veut plus de discours, on veut des actes, criaient les jeunes dans les rues de Ouagadougou. Ibrahim Traoré était face à une épreuve sans précédent. Non seulement il devait restaurer la confiance, mais il devait aussi garantir la survie de son pouvoir. L'enjeu était colossal et il ne pouvait se permettre aucune erreur. Le 9 janvier, l'atmosphère de Ouagadou était électrique. Avant l'aube, les rumeurs circulaient déjà, alimenté par des messages anonymes qui évoquaient des arrestations et des fonds mystérieusement transférés. Mais ce qui a véritablement mis le feu aux poudres, ce sont les aveux qui ont été diffusés à la télévision nationale. Dans les minutes qui ont suivi leur diffusion, la ville s'est retrouvée plongée dans un état de stupeur. Les jeunes, qui n'avaient cessé de réclamer justice, ont vu leurs pires soupçons confirmés. Un complot était en train de se dérouler sous leurs yeux et chaque détail ajouté semblait enflammer encore plus les esprits. Les aveux, bien que présentés sous une forme chaotique, apportaient des éléments clairs qui ébranlaient l'ordre établi. Les noms des complices, les trajets secrets, l'argent qui circulait, tout devenait une réalité palpable. Ibrahim Traoré, jusqu'alors discret, a choisi de ne pas commenter immédiatement. Son silence pesait lourdement. Pour beaucoup, c'était un signe de faiblesse, de peur, un manque de maîtrise face à la situation. Les conseillers, quant à eux, appelaient à la patience et à la gestion des preuves. Mais dans la rue, l'impatience montait et les manifestations se multipliaient. Les gens ne se contentaient ni plus de parler d'un complot manqué. Ils exigeaient des explications et plus encore des preuves tangibles. Ibrahim Traoré savait que la rue n'attendrait pas indéfiniment. Mais avant qu'il ne puisse répondre, une nouvelle vague de révélations faisait surface. Une femme, arrêtée avec des enveloppes contenant de l'argent provenant d'un capitaine, devenait la pièce maîtresse du puzzle. Chaque nouvelle arrestation, chaque nouveau nom cité dans les aveux, ouvrait une brèche plus profonde dans la confiance publique. Ibrahim Traoré, immobile à la tribune, observait attentivement l'évolution des événements, conscient de la pression qui pesait sur ses épaules. Mais loin de l'agitation des rues, une analyse froide et calculée prévalait en coulisses. Les premières arrestations avaient eu lieu dans l'urgence sans préparation préalable, mais elles étaient nécessaires pour faire face à la colère grandissante. Parmi les premiers noms arrêtés, celui d'un capitaine formé à l'académie militaire se détachait. Ce dernier, impliqué dans des transferts de fonds douteux, devenait le symbole d'une trahison à la fois militaire et politique. Cependant, Traoré savait qu'une arrestation seule ne suffirait pas à apaiser la rue. Le pays attendait des réponses claires et, plus que tout, un acte qui vienne restaurer la confiance perdue. La tension dans les quartiers populaires était palpable. Les jeunes, qu'il avait souvent qualifiés de l'avant-garde du pays, se sentaient se trahis. Ils n'attendaient dit pas seulement des arrestations, mais une vision claire pour l'avenir du Burkina Faso.
Ibrahim Traoré savait qu'il devait jouer un rôle clé dans cette reconstruction de la confiance. Ses premiers discours, pourtant peu nombreux, avaient mis en lumière sa volonté de ne pas simplement juger, mais de rétablir une justice légitime. Cependant, il était clair que le chemin vers cette justice était semé d'embûches. Le pays n'était pas seulement en crise à cause de la trahison, mais également en raison de la perception du pouvoir. Beaucoup remettaient en question la capacité de Traoré à maintenir l'unité nationale face à la pression extérieure et intérieure croissante. Il était désormais contraint de prouver par ses actes que son leadership allait au-delà des simples discours. Les jours suivants, l'intensité de la crise n'a cessé de croître. Ibrahim Traoré, sous une pression énorme, a compris que la situation ne se limiterait pas à un simple dénouement judiciaire. Ce n'était pas seulement une question de complot, mais une crise de légitimité. À chaque arrestation, chaque déclaration, le pays était plongé dans un tourbillon d'incertitudes. Les accusations se sont multipliées et les preuves ont commencé à apparaître sous forme de documents officiels et de témoignages accablants. Un réseau de corruption qui s'étendait à travers les frontières a été mis au jour. Et chaque révélation semblait plus explosive que la précédente. Ibrahim Traoré a dû faire face à des choix difficiles. Le premier a été de gérer la perception publique. Tandis que les arrestations se multipliaient, il fallait également éviter l'escalade d'une révolte populaire. La rue exigeait non seulement des actes de justice, mais aussi des garanties sur l'avenir. Le gouvernement, pris entre l'étau des accusations et la nécessité de maintenir l'ordre, a essayé de calmer les tensions en multipliant les déclarations et les conférences. Cependant, ces efforts semblaient vains. La vérité, une fois éclatée, ne pouvait être contenue par des discours. Ce n'était plus une question de trouver les coupables, mais de gérer la crise institutionnelle qui en résultait. Le pays était à un point de rupture. Les partis d'opposition ont commencé à dénoncer la manière dont la crise était gérée, certains accusant même le pouvoir de manipuler l'opinion publique en sa faveur. En parallèle, les jeunes, qui avaient dû jouer un rôle essentiel dans l'essor des manifestations, ont organisé des sit-ins devant les bâtiments officiels, exigeant des réponses claires et des réformes politiques immédiates. La pression sur Ibrahim Traoré était devenue intolérable. Dans les semaines qui ont suivi, un sentiment de double jeu s'est instauré. D'un côté, une volonté de rétablir la confiance à travers des actes forts, et de l'autre, la nécessité de maintenir une image de stabilité face à des alliés régionaux de plus en plus nerveux. Les relations internationales se sont tendues. Le Mali, le Niger et d'autres pays voisins ont observé la situation avec une inquiétude grandissante. Ils se sont demandé si le Burkina Faso allait réussir à surmonter cette crise, ou si, au contraire, il allait s'enfoncer dans une instabilité durable. De l'autre côté, les bailleurs de fonds internationaux ont commencé à revoir leur soutien, incertains de la direction que prendrait le pays. Le timing était critique. Une mauvaise décision, une déclaration mal calculée pourrait entraîner le pays encore plus loin dans une spirale de méfiance et de division. Traoré devait trouver un équilibre entre la gestion interne de la crise et la préservation des relations avec ses partenaires étrangers. La gestion de l'image, des arrestations et des enquêtes était devenue aussi importante que la résolution du problème en soi. Dans ce contexte, il était impératif de démontrer que la justice serait rendue, mais aussi que le pays allait se redresser rapidement pour éviter une perte de confiance irréversible. La question qui se posait désormais était de savoir si Ibrahim Traoré serait capable de naviguer dans cette tempête tout en préservant l'unité nationale, ou si la crise du Burkina Faso allait devenir un exemple de l'échec d'une révolution, incapable de maintenir son propre équilibre face à la réalité du pouvoir. À mesure que les révélations se succédaient, le gouvernement a cherché à apporter des preuves tangibles pour calmer les esprits. Dans une série de conférences de presse,
Ibrahim Traoré a dévoilé des chiffres détaillant l'ampleur du réseau de corruption. Le premier chiffre marquant était celui des fonds saisis. 8 millions de francs CFA avaient été interceptés lors d'une opération contre un réseau d'intermédiaires, dont plusieurs provenaient de pays voisins. Ces sommes, bien que significatives, n'étaient qu'une partie de l'iceberg. Les enquêteurs avaient également mis à jour des transferts d'argent vers des comptes privés dans plusieurs pays de la région, notamment en Côte d'Ivoire et au Mali. L'importance de ces transferts, qui s'élevaient à plus de 15 millions de francs CFA, a révélé un système financier sophistiqué qui contournait les contrôles internes du pays. Mais au-delà des chiffres, ce qui marquait les esprits, c'était l'ampleur des connexions internationales. Selon un rapport de la cellule de renseignement, plusieurs transactions avaient été effectuées via des entreprises écrans établies à l'étranger, ce qui rendait la traçabilité extrêmement difficile. Le gouvernement a réagi en annonçant une collaboration renforcée avec les autorités ivoiriennes et maliennes pour démanteler ce réseau transfrontalier. Cependant, même ces efforts n'ont pas suffi à convaincre certains observateurs. Une partie de la population, notamment parmi les jeunes, a exprimé des doutes sur l'utilisation de ces chiffres. Certains craignaient que les informations ne soient utilisées comme un outil pour justifier des actions politiques plutôt que comme une réelle démarche pour éradiquer la corruption. D'autres se demandaient si ces chiffres étaient réellement représentatifs de l'ensemble du réseau ou si, au contraire, ils n'étaient qu'une partie de l'histoire. Ibrahim Traoré, tout en insistant sur l'importance de la transparence, a reconnu que la situation restait complexe. Mais les chiffres étaient là, et ils attestaient de l'ampleur de la crise. En parallèle, une enquête économique a révélé que la crise avait eu un impact significatif sur l'économie du pays. Les échanges commerciaux avec les pays voisins avaient les chuté de 12% depuis le début de la crise. Ce ralentissement était particulièrement visible dans les secteurs clés tels que l'agriculture et les transports, qui dépendaient largement des échanges transfrontaliers. Les analystes ont averti que cette baisse des échanges risquait de provoquer une pénurie de produits essentiels dans les mois à venir. De plus, la situation politique avait conduit à un retard de 8 mois dans la réalisation de plusieurs projets d'infrastructure. Ces retards avaient eu des conséquences directes sur la création d'emplois et la relance économique. Le gouvernement a également annoncé la mise en place de mesures pour contrer ces effets, mais il était clair que la situation était loin d'être résolue. Les chiffres, bien que révélateurs, ne suffisaient pas à effacer la méfiance grandissante envers le pouvoir. Les citoyens, comme les observateurs internationaux, commençaient à se demander si les actions entreprises étaient véritablement suffisantes pour redresser le pays ou si ces mesures n'étaient été que des gestes superficiels pour tenter de masquer une crise bien plus profonde. La crise du Burkina Faso a divisé les analystes et les observateurs sur la manière de réagir face à une situation aussi complexe. D'un côté, il y a ceux qui considèrent que les efforts d'Ibrahim Traoré sont insuffisants et risquent de nuire à long terme au pays. Selon eux, la transparence totale et les mesures brutales pour contrer la corruption sont nécessaires. Mais ces actions peuvent également mener à une répression excessive et à une perte de liberté civile. Pour ces analystes, Traoré semble prendre un chemin dangereux, où le contrôle total de l'information et des opérations pourrait étouffer toute opposition légitime. Ils pointent également que la transparence qu'il cherche à instaurer pourrait en fait servir à renforcer son autorité et son pouvoir personnel, tout en minimisant les critiques internes. De plus, la rapide adoption de mesures économiques restrictives comme les contrôles accrus sur les échanges commerciaux et les restrictions sur les investissements étrangers, pourraient causer des dommages durables à l'économie. Cependant, d'autres analystes soutiennent
que la réaction de Traoré, bien que brutale, est justifiée par les circonstances exceptionnelles auxquelles le pays fait face. Ils argumentent que la lutte contre la corruption et le rétablissement de la confiance dans les institutions nécessitent une approche ferme, quitte à ce que des mesures controversées soient prises. Le Burkina Faso, selon eux, ne peut pas se permettre une approche timide face à un réseau de corruption qui menace l'intégrité de l'État. Dans ce contexte, la transparence des arrestations, le contrôle accru des finances publiques et la collaboration renforcée avec les partenaires internationaux, et bien qu'impopulaires, sont vues comme des actions nécessaires pour purger le pays de ces éléments corrompus. De plus, ces analystes soulignent que la stabilisation économique à long terme ne peut être obtenue que si Traoré parvient à démontrer qu'il a le courage de prendre les décisions difficiles, même si elles sont impopulaires à court terme. Ils rappellent que les réformes politiques et économiques peuvent être douloureuses, mais qu'elles sont cruciales pour la résilience future du Burkina Faso. La vérité réside probablement dans une forme de compromis entre ces deux points de vue, tandis que la gestion de la crise exige de Traoré une fermeté incontestable, il ne doit pas tomber dans le piège d'un autoritarisme excessif. L'équilibre entre contrôle, transparence et respect des droits humains sera probablement l'un des défis les plus complexes auxquels il devra faire face dans les mois à venir. Le 12 janvier, la situation a atteint un point de bascule. Après une semaine de tensions croissantes, un communiqué a été diffusé par le gouvernement d'Ibrahim Traoré. Ce document, plus qu'un simple rapport, a révélé une décision audacieuse, la création d'un comité national de réconciliation, composé d'acteurs civils et militaires. Ce geste, bien que symbolique, a fait comprendre au pays que la gestion de la crise passerait désormais par une véritable réforme du système politique et judiciaire. Dans la rue, les réactions ont été partagées. Certains ont salué l'initiative, la considérant comme une première étape vers la justice et la reconstruction. D'autres, cependant, ont vu cette décision comme une tentative de Traoré de reprendre le contrôle de la situation, un moyen de temporiser avant que la pression populaire n'éclate. Le fait que cette annonce ait été faite au milieu de l'escalade des arrestations a alimenté les doutes. Beaucoup se sont demandé si ce comité pourrait réellement apporter des changements concrets, ou s'il était destiné à devenir une simple vitrine politique. Cette révélation a marqué un tournant dans la crise, où l'ombre de la méfiance persistait malgré la promesse de réforme. Les effets de la crise ont été immédiats et multiformes. Sur le plan économique, les conséquences ont été plus visibles que jamais. Le Burkina Faso, qui dépendait largement des échanges transfrontaliers avec ses voisins, a subi une baisse de 12% de ses échanges commerciaux en seulement 2 semaines. Cette chute a été particulièrement marquée dans les secteurs clés tels que l'agriculture et les produits de consommation courante. Dans les marchés de Ouagadougou, des étagères vides sont devenues un spectacle quotidien, symbolisant une pénurie imminente. Les projets d'infrastructure, qui avaient déjà été retardés de plusieurs mois, ont été ralentis encore davantage. Les investissements étrangers, déjà peu nombreux, ont presque disparu et la croissance prévue pour l'année a été révisée à la baisse. Le gouvernement a annoncé un plan d'urgence de 8 milliards de francs CFA pour stabiliser les prix, mais même cette mesure a suscité des doutes quant à son efficacité. La question qui dominait les esprits était simple. Ces efforts seraient-ils suffisants pour éviter une récession durable? Sur le plan politique, la méfiance croissante envers Ibrahim Traoré et son gouvernement a conduit à une polarisation de l'opinion publique. Les partis d'opposition ont dénoncé les méthodes autoritaires de gestion de la crise, tandis que la jeunesse, qui constituait une grande partie des manifestants, continuait à réclamer des réformes plus profondes. La rue ne se contentait plus de dénoncer la corruption, elle exigeait un changement systémique. Les observateurs internationaux, quant à eux,
ont commencé à s'inquiéter du risque d'un isolement diplomatique. Les relations avec les pays voisins, notamment le Mali et la Côte d'Ivoire, se sont tendues malgré les tentatives de Traoré de maintenir des liens de coopération. Les partenaires régionaux ont exprimé leur soutien verbal, mais des signes de prudence se sont fait sentir dans leurs actions. Cette prudence a été exacerbée par l'incertitude qui planait sur la durabilité du gouvernement de Traoré. Certains analystes ont averti que le Burkina Faso risquait de s'enliser dans une situation de double crise. Une crise politique interne qui divise le pays et une crise économique qui isole davantage le gouvernement sur la scène internationale. Dans les rues de Ouagadougou, la population oscillait entre colère et résignation. Les jeunes continuaient de se mobiliser, mais leurs espoirs de changement rapide semblaient se dissiper à mesure que la crise durait. Ibrahim Traoré, tout en maintenant sa position, devait maintenant répondre à une question cruciale. Pourrait-il encore incarner l'espoir d'un renouveau pour le pays, ou serait-il finalement perçu comme une autre figure politique échouée sous le poids de la crise? Le futur du Burkina Faso semble suspendu à une série de décisions cruciales. Les mois à venir détermineront non seulement l'avenir politique du pays, mais aussi sa capacité à se relever d'une crise profonde. Trois scénarios distincts peuvent se dessiner, chacun avec ses propres défis et opportunités. Dans un scénario de base, celui du maintien du cap actuel, le scénario le plus probable, selon de nombreux analystes, est celui où Ibrahim Traoré choisit de maintenir le cap qu'il a tracé jusqu'ici. Le pays pourrait connaître une consolidation progressive de ses institutions, mais cette stabilité serait précaire. La confiance reste fragile et des réformes réelles seraient nécessaires pour apaiser une population de plus en plus méfiante. Cependant, ce scénario présente l'avantage de la continuité. En mettant en œuvre des politiques économiques ciblées, notamment une ouverture graduelle des frontières commerciales et un soutien accru aux entreprises locales, le Burkina Faso pourrait éviter un isolement diplomatique complet. Mais ce chemin ne serait pas sans tension. Les forces d'opposition et la jeunesse continueraient à surveiller de près toute tentative de Traoré d'étouffer la contestation. La question clé serait de savoir si Traoré parviendrait à répondre à ces attentes sans sombrer dans l'autoritarisme. Dans un scénario optimiste, celui d'une union régionale renforcée, un scénario plus favorable pourrait se produire si Ibrahim Traoré réussit à aligner les priorités du Burkina Faso avec celles de ses voisins du Sahel. Si des alliances solides sont formées avec le Mali et le Niger, le Burkina Faso pourrait bénéficier d'un soutien économique et sécuritaire accru. Les efforts pour intégrer une coalition régionale plus forte, tout en mettant en place des réformes internes pour lutter contre la corruption, pourraient entraîner un renouveau de l'économie et de la stabilité politique. Cette approche offrirait à Traoré une légitimité renouvelée sur la scène internationale et pourrait aider à restaurer la confiance au sein de la population. Toutefois, ce scénario repose sur la fragile hypothèse que les pays voisins réussissent à dépasser leurs propres tensions internes et s'unissent autour d'intérêts communs. Dans un scénario pessimiste, celui d'un isolement total et d'un effondrement économique, le pire scénario envisage un isolement diplomatique total et un effondrement économique. Si la crise continue de se détériorer, avec des accusations persistantes de corruption, un manque de réformes significatives et des tensions croissantes avec les voisins, le Burkina Faso pourrait se retrouver coupé des réseaux commerciaux et diplomatiques régionaux. Cette situation pourrait mener à une pénurie accrue de biens essentiels, à une hausse du chômage et à une instabilité intérieure plus profonde. Les jeunes, qui constituent une partie importante de la population,
risquerait de se radicaliser, ce qui entraînerait des manifestations et des troubles de plus en plus violents. Dans ce scénario, l'avenir du Burkina Faso serait incertain et Ibrahim Traoré pourrait se retrouver face à une pression insurmontable pour quitter le pouvoir, ouvrant ainsi la voie à un autre bouleversement politique. Les mois à venir seront décisifs. La question est de savoir si Ibrahim Traoré saura naviguer entre ces trois chemins, en équilibrant la pression intérieure et les attentes internationales, tout en apportant des solutions durables aux crises économiques et politiques du pays. Pour beaucoup, la crise au Burkina Faso n'est pas simplement un événement politique ou économique, mais une question profondément humaine. Derrière les chiffres, les arrestations et les mesures d'urgence se cachent des vies, des rêves et des espoirs. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la survie du gouvernement d'Ibrahim Traoré, mais la survie de la dignité humaine dans un pays dévasté par la méfiance et la trahison. Les jeunes, en particulier, jouent un rôle central dans cette dynamique. Ce sont eux qui, par leur énergie et leur activisme, ont forcé l'État à répondre. Pour eux, et chaque arrestation est un rappel que la justice doit être plus qu'un concept abstrait. Elle doit être vécue dans la rue, dans les quartiers, là où les promesses du pouvoir se mesurent au quotidien. Ces jeunes, souvent accablés par l'incertitude, se retrouvent dans une position paradoxale. D'un côté, ils ont été témoins d'une révolution en marche, mais de l'autre, ils sont confrontés à la réalité d'un pouvoir qui lutte pour maintenir son autorité. Les travailleurs et les commerçants, eux aussi, sont touchés. Les pénuries alimentaires, les hausses de prix et les incertitudes économiques transforment leur quotidien. Pour eux, chaque mesure gouvernementale, aussi bien intentionnée soit-elle, doit répondre à une exigence de pragmatisme. Ils ne cherchent pas seulement la stabilité, mais la possibilité de vivre dignement. Leurs vies dépendent de la capacité du gouvernement à restaurer les circuits économiques et à garantir un minimum de sécurité alimentaire. Au-delà des jeunes et des travailleurs, les familles et des soldats tombés dans le combat contre le terrorisme se sentent également abandonnés. Leur souffrance ne peut être mesurée en chiffres, mais elle est tout aussi réelle. Ces familles ont donné leurs enfants, leurs pères, pour défendre le pays, et aujourd'hui elles se battent pour un avenir où la promesse d'un sacrifice n'aura pas été vaine. Ibrahim Traoré, dans ses discours, a souvent évoqué la nécessité de renforcer la solidarité nationale. Mais la solidarité ne peut être imposée. Elle doit émerger d'un dialogue sincère, où les intérêts de chacun sont entendus et respectés. C'est à travers ce dialogue que le Burkina Faso pourra guérir non seulement de la crise politique, mais aussi de la douleur qui traverse chaque cœur. Traoré, en fin de compte, doit incarner cette promesse. Une nation qui, au-delà des divisions, peut se reconstruire ensemble. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour historique et chaque décision prise par Ibrahim Traoré aura un impact majeur sur l'avenir du pays. Dans ce contexte de crise profonde, un plan en plusieurs étapes est nécessaire pour restaurer la confiance et amorcer un véritable renouveau. Le gouvernement doit être prêt à engager un processus de transformation systémique, non seulement pour répondre aux exigences immédiates de justice, mais aussi pour garantir une stabilité durable à long terme. D'abord, il s'agit de restaurer la confiance dans les institutions. La priorité doit être de rétablir la confiance dans les institutions publiques, corrompues ou dysfonctionnelles. Traoré doit mettre en place une commission de révision des pratiques administratives et judiciaires afin de s'assurer que les enquêtes sur la corruption sont menées de manière transparente et impartiale. Des réformes juridiques doivent être mises en place pour garantir que l'impunité n'a plus de place dans le pays. En parallèle, une campagne de sensibilisation à la transparence et à la lutte contre la corruption doit être lancée pour encourager la population à participer activement
à ce processus. Ensuite viennent des réformes économiques urgentes. L'une des priorités économiques doit être la restauration des échanges commerciaux avec les pays voisins. Le Burkina Faso doit négocier des accords de coopération régionale qui lui permettent de réduire la dépendance à un nombre limité de partenaires commerciaux. Parallèlement, le gouvernement doit réinvestir dans l'agriculture, secteur clé de l'économie, en offrant des subventions et des formations aux agriculteurs pour améliorer la productivité et la sécurité alimentaire. Le développement des infrastructures, retardé à cause de la crise, doit être relancé en veillant à ce que les projets créent des emplois et stimulent la croissance locale. Enfin, la réconciliation nationale devient essentielle. Elle est essentielle pour garantir la cohésion sociale. Ibrahim Traoré doit encourager un dialogue national impliquant non seulement les partis politiques, mais aussi les organisations de la société civile et les groupes communautaires. Ce processus devrait aboutir à un consensus sur une nouvelle vision pour l'avenir du pays, fondée sur la justice, l'inclusion et la solidarité. Si cette réconciliation est menée avec sincérité et volonté politique, elle pourrait constituer la clé pour sortir le Burkina Faso de la crise et garantir un avenir plus serein pour ses citoyens. Au terme de cette longue crise, une question reste en suspens. Qu'est-ce qui fait tenir un pays face à l'adversité? Peut-on réellement reconstruire sur les décombres d'une rupture aussi profonde? Pour Ibrahim Traoré, la réponse réside dans la capacité du peuple burkinabé à se relever ensemble, à puiser dans sa résilience collective pour reconstruire ce qui a été brisé. Le regard déterminé de Traoré, lors de ses discours finaux, moins enclin à la parole et plus au geste, témoigne d'un homme qui comprend que le moment des promesses est révolu. Dans les rues de Ouagadougou, un changement est palpable. Les murmures de la révolte, autrefois omniprésents, laissent place à une réflexion plus profonde sur l'avenir du pays. Les jeunes qui ont été au cœur de la contestation commencent à comprendre que leur rôle ne se limite pas à la dénonciation. Ils sont désormais partie prenante de la solution en aidant à bâtir une nation plus juste et plus forte. Ibrahim Traoré, tout en restant une figure centrale, comprend que le pouvoir ne peut être exercé seul, mais qu'il doit être partagé avec ceux qui ont su résister aux épreuves et se battre pour un avenir meilleur. C'est dans ce silence, entre l'espoir et la vigilance, que le Burkina Faso pourrait trouver la force de se redresser. Le pays a appris à respirer autrement, et peut-être que la véritable victoire réside dans sa capacité à rester debout, même quand tout semblait vouloir l'abattre. Le Burkina Faso se trouve à un tournant décisif. La voie vers la réconciliation et la stabilité est semée d'embûches, mais elle est aussi pavée d'espoir. Ibrahim Traoré, avec la nation derrière lui, doit maintenant démontrer que chaque geste, chaque réforme a pour but de renforcer la confiance et de garantir un avenir pour les générations à venir. Mais la question qui se pose à chacun d'entre nous est la suivante: que faire maintenant que nous savons? Le peuple burkinabé doit prendre conscience de son rôle crucial dans cette reconstruction. L'engagement citoyen, au-delà des débats politiques, est essentiel pour garantir que cette transition ne soit pas simplement une question de leadership, mais un effort collectif. Il ne suffit pas d'attendre des solutions de la part du gouvernement. Chacun doit participer activement à la création d'une société plus juste et transparente. À vous, lecteurs, qui êtes témoin de cette crise, que pouvez-vous faire aujourd'hui pour soutenir ce processus? Peut-être que le simple fait de se tenir informé, de s'impliquer dans la communauté ou de partager des idées pour un avenir meilleur peut contribuer à changer les choses. Le Burkina Faso a besoin de chacun de nous et le moment est venu de se rassembler pour façonner un avenir où la dignité, la transparence et la justice prévalent.